Bonjour tout le monde. On m'a demandé de vous parler, puis je disais, mais je vais vous parler de quoi? Ça fait longtemps que j'ai parlé sur le Burundi et le génocide. Et je suis fatiguée. Mais pour le correctif, j'ai accepté de venir témoigner. Et pour vous faire comprendre ce qui s'est passé en 72, je vais vous parler du Nouvel An 72. Mon mari et moi étaient invités chez un ami à Kiriri. Ceux qui connaissent Bujumbura, c'est sur une montagne. Et on devait aller passer une soirée de Nouvel An dans un restaurant chez Charles. Et quand on est arrivé là-bas, il y avait beaucoup d'autos. Et quand il y avait beaucoup d'autos, on savait que le président était là. Et on est entré, effectivement, il était là. Et puis, les gens causaient. Et puis, le président a dit, mais c'est le Nouvel An, il faut danser, mettez la musique. Alors, ils ont mis la musique, ils ont commencé à danser. Et après, il dit, est-ce que vous avez du champagne? Alors, le propriétaire de la maison a dit qu'il n'y avait pas de champagne. Alors, il y a un autre monsieur qui a dit, il était ministre à la présidence, il a dit, oui, moi j'ai le champagne. Alors, tout le monde, il faut qu'on aille chez lui. Alors, on est sorti. Et le président, il est entré dans l'auto. Et il a enlevé le frein. Et l'auto est tombée dans le caniveau. Il était déjà sous. Ça, c'est le problème que les gens ne savent pas. Mais une personne qui est comme ça, c'est une personne qui a besoin d'aide. Donc, on le savait, on essayait de faire nos mieux. Alors, les gens se sont précipités, sont allés enlever l'auto du caniveau. Et puis, on lui a dit de ne plus conduire. On est allé chez le monsieur, le ministre à l'État, à la présidence. Puis, arrivé là-bas, il a dit, on s'est installé, mais lui, il a dit non, les hommes, vous allez venir. On va s'asseoir par terre et on va chanter. Alors, moi, j'étais avec sa femme, on était assis, et puis les hommes se sont assis par terre, et puis il a commencé à improviser une chanson. Il dit, je vais dire un nom de tel, je dis, je vous aime. Et puis vous allez dire, oui. Hein? Alors il disait, l'autre dit, ok, dit, oui. Donc, ils ont chanté ça. Et moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est le gouvernement. Ouais. Alors, par après, il s'est levé, il est venu s'asseoir sur le fauteuil, et puis il a basculé, il a dormi. Alors, les gens se sont précipités, ils sont allés chercher un coussin, on a quitté le fauteuil, on a allongé sur le sofa. Alors on était là, on attendait qu'il se réveille. Et ça s'est passé souvent. Même chez moi, il est venu nous visiter une fois. Et puis j'ai servi à boire. Et puis quand je suis allée dans la cuisine, quand je suis revenue, il dormait déjà. Alors j'ai même essayé de le réveiller, mais ça n'a pas marché. Et puis il fallait s'asseoir là, attendre qu'il se réveille. Il est resté, je pense, jusqu'à 4 heures du matin. Donc on connaissait le problème du président. Même ici, il paraît qu'il y avait un premier ministre qui était alcoolique. Il habitait, je pense, à Kingston. Il y a un musée où on montre les bouteilles de vin qu'il consommait. Il y a Sarkozy qu'on a déjà vu à la télévision qui était sous. Donc, un homme qui est au pouvoir et qui a un problème comme ça,
C'est très très grave, car les gens ne sont pas honnêtes. Mon mari savait qu'il y avait un ministre, c'était le ministre, il a occupé plusieurs fonctions, il a été ministre de la Justice et puis il a été ministre des Affaires étrangères. Et les gens nous racontaient que quand il était étudiant en Europe, il avait des collègues rwandais qui étaient réfugiés du Rwanda, qui ont quitté le Rwanda après la guerre de 59. Et donc les gens étaient fâchés. Puis lui disait, si moi j'ai une parcelle de pouvoir, je vais réduire les Hutus au même nombre que les Tutsis. Donc le problème était comme la majorité qui va gagner. Donc l'expérience du Rwanda où ils ont vu que les gens ont pris des machettes, ils ont tué les Tutsis, ils les ont exilés. Donc il y a des gens qui pensaient que ça va se passer au Burundi. Et lui, Artemon avait dit qu'il va faire ça, qu'il va diminuer les gens. Et on n'y croyait pas. On se disait comment une personne peut faire une chose pareille. Il y avait d'autres moyens de chercher des solutions que de faire un génocide. Alors, ce qui s'est passé, un autre signe du génocide que j'ai eu l'expérience, c'est qu'en 69, début 69, mon mari était en mission en France, à Paris. Et puis, il y a un monsieur qui m'a appelé, un ami de mon père, qui m'a dit « J'aimerais te parler ». Et je suis allée le rencontrer. Il m'a dit « Dis à ton mari de ne pas revenir ici ». J'ai dit « Pourquoi ?» Il m'a dit « Ils sont en train d'organiser de les massacrer, de les tuer ». Alors, il restait quelques heures pour que mon mari rentre. Je ne savais pas où il était, je ne savais pas à quel hôtel il était en France, à Paris. Et je me disais, si j'appelle les affaires étrangères, ils vont écouter le téléphone. Alors, c'était trop tard, il est venu. Alors, quand il est venu, je lui ai dit ce qu'on m'a rapporté. Alors, il a écouté, puis il ne disait rien. Puis après, j'ai dit, mais si vous savez qu'on veut vous tuer, qu'est-ce que vous faites pour vous protéger? Il a dit, c'est très difficile de se protéger. Si vous le dites aux gens, donc vous vous mettez en groupe, vous dites, bon, on va organiser pour se protéger, il va y avoir une personne qui va vendre ça. Et beaucoup de gens sont comme ça, ils veulent avoir de l'argent, donc ils vont vendre les choses. Donc il a dit, on préfère rester tranquille et essayer d'aider le président. Alors après quelques mois, ils ont arrêté plusieurs personnes. Et le père de François aussi, on l'a arrêté. Et mon mari n'a pas été arrêté. Après, il a écrit une lettre au président quand il y en a qui ont été condamnés à mort. Et ils ont fait un procès public. Ils disaient, mais tout ce monde n'avait pas la même responsabilité. Pourquoi on les a exécutés? Donc, ils suivaient ça. Et après quelques temps, mon mari a été démis du gouvernement. Il a été retourné à l'armée. Et pendant qu'il travaillait à l'armée, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais ce que vous faites est très dangereux. Et mon mari lui a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, il y a un militaire, un ex-militaire Hutu, qui va chercher les Hutus en leur disant que tu es en train de les recruter pour venger les gens qui ont été exécutés en 69. Et mon mari a dit, moi je ne connais pas cet individu. Alors il a décidé de demander rendez-vous au président et à son chef, le chef de l'armée. Ils sont venus chez nous à midi. J'étais là, j'ai tout écouté. Et puis il a expliqué cette situation. Il a dit, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui sont utilisés pour créer les doutes ou bien
les gens sont manipulés, on va leur dire qu'on se prépare quelque chose, c'était comme une simulation. Mais après, donc, quand on les arrête, on les torture, ils vont dire ce qu'ils ont appris. Donc, mon mari a pensé qu'ils ont fait une enquête sur ça. Alors, par après, j'avais eu un enfant au mois de mars 72, un bébé. Et puis je suis rentrée à la maison, et c'était 2 semaines avant le 29 avril, le commencement du génocide. Et j'ai vu des lettres à la maison, 3 lettres. Une lettre écrite par des évêques, tous les évêques du Burundi, et une lettre écrite par l'aumônier de la prison, et la réponse du président. Donc, la lettre des évêques disait que il y a le groupe, donc le gouvernement qui était sur place, donc, où Artemo Simbanani, c'était comme l'homme fort de ce gouvernement, et tout le monde s'inquiétait. Et il disait que donc les gens sont malmenés, puis il demandait au président d'agir. Et la lettre du aumônier de la prison disait comment les prisonniers sont maltraités. Alors la lettre qui m'a inquiétée, c'était la lettre du président, où il disait aux évêques que la politique ne les concernait pas. Alors c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qui arrive et il faut qu'on quitte ce pays, on s'en va. Donc quand il est arrivé que je lui ai dit que j'ai peur, il a dit que le président l'avait approché et lui avait donné ses lettres pour qu'il puisse écrire un communiqué à la radio, parce que mon mari écrivait bien et puis il faisait beaucoup des éditoriaux. C'est lui-même des fois qui écrivait les discours du président. Donc le président lui a dit, j'ai besoin de toi, donc vous calmez la population et je vais changer le gouvernement. Donc c'est comme ça qu'il les a eus. 2 semaines après, le président a fait tomber tout le gouvernement. D'habitude, il faisait un remaniement, mais cette fois-ci, c'est tout le gouvernement qui était tombé. C'était à midi, le 29 avril. Alors, on a continué à faire nos affaires, et puis l'après-midi, je suis allée voir une voisine. Elle venait de se marier, et puis pendant que j'étais là, son mari est venu, il a dit, il y a des gens qui sont en ville avec des machettes, et puis qui dit qu'ils ne veulent pas le gouvernement de Michombero. Et ils ne voulaient pas Simbanani. Donc c'était flou. Après quelques temps, mon mari est rentré. Et quand il est entré, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez vu les gens qui ont fait la manifestation, qui ont des machettes? Il a dit non, je ne les ai pas vus. Alors, vers 7 heures, on a commencé à souper, et c'est là qu'on a entendu des coups de fusil. Alors les gens ont commencé à nous appeler, nous demander qu'est-ce qui se passe, et lui disait, il ne sait pas. Et puis, vers 11 heures, il y avait un monsieur métis qui avait une boîte de nuit. Il nous a appelés, il a dit que les militaires sont venus à dire aux gens de quitter qu'il y a un couvre-feu. Et pendant qu'on a entendu le coup de feu, la radio a arrêté. Alors vers 3 heures du matin, c'est là que le chef de l'armée a appelé mon mari. Il lui a dit que et puis il a dit, bon, cherche-moi les habits, les tenues de combat. Alors j'ai dit, mais comment ça se fait qu'on ne vous a pas envoyé une Jeep? Alors j'ai dit, bon, appelle les autres officiers pour voir ce qui se passe, si vous pouvez partir ensemble. Alors il a appelé un de
ses collègues qui ont fait l'école ensemble. Ils étaient à Boutari ensemble à l'école secondaire, Astrida. Et ils étaient à l'école militaire en France. Et puis le monsieur, on m'a appelé. Et puis ils se sont entendus qu'ils se rencontrent tout près de l'Athénée Royal. Et il est parti. Alors quand il est parti, moi j'étais inquiète, mais il m'a appelé. Il m'a dit, bon, je viens d'arriver, j'ai vu les autos qui ont été brisées, puis les autres incendiés. Il a dit, je vais vous donner des nouvelles plus tard. 6 heures du matin, il m'a appelé encore, il m'a dit, la situation n'est pas claire. Si on m'envoie à l'intérieur du pays, je vais vous aviser. Alors on est resté comme ça. Entre-temps, ma mère est venue, ma belle-mère est venue, parce qu'ils étaient tout le temps inquiets à cause de la tension politique. Alors, vers 2 heures du matin, non, de l'après-midi, quand j'ai vu que mon mari ne m'appelait pas, j'ai appelé chez son collègue, et c'est lui qui a répondu au téléphone. J'ai dit, comment ça se fait que vous n'êtes pas parti alors qu'on a convoqué tous les officiers? Et puis il a dit, mais moi, mes enfants sont malades et ma femme n'est pas là, je dois m'occuper de mes enfants. Quand il m'a dit ça, j'ai compris tout de suite. Un officier qui reste à la maison s'occuper des enfants pendant la guerre. Alors après, je n'ai rien dit parce que je me dis, je ne vais pas continuer à poser des questions, tout ça. Alors il dit, ne t'en fais pas, si tu as peur qu'on ne lui donne pas à manger, bon, et on va lui donner à manger. Alors, par après, 2 heures après, je vois un grand camion qui vient. Et je pensais que c'était lui qui venait. Et c'était plein de militaires, ils ont encerclé la maison. Et puis il y a un officier qui est venu avec un mandat de perquisition. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas perquisitionner chez moi. Mon mari est au travail, il m'a appelé. Il a dit non, on doit entrer. Et puis ils sont entrés. Et puis ils se sont positionnés sur toutes les portes. Ils ont commencé à fouiller. Et puis il y avait même des militaires autour. Il y en a que je regardais, j'ai dit, bon, si je lui dis, il ne va pas me croire. Alors je n'ai rien dit. Alors après, ils m'ont fait un reçu de tout ce qu'ils ont pris. Et c'était mon argent, parce que moi, je suis rwandaise. Et on peut fuir et puis ne pas avoir de problème d'argent. Donc ils ont pris son agenda, ils ont pris des cassettes. Mais par après, ils trouvaient un matelas plein de dollars, des ammunitions, des tonnes d'ammunitions. Les ammunitions qu'ils avaient, il y avait une boîte où il y avait des balles. Et l'officier m'a demandé d'où sortent ces balles. J'ai dit, mais vous êtes officier, vous savez que vous les avez chez vous. Tous les jeudis, vous allez aux exercices de tir. Donc, c'est ça qui s'est passé. Avant de partir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arraché le téléphone pour que je ne sois pas en contact avec les autres. Le matin, je suis allée voir un voisin. Je lui ai demandé le téléphone parce que je voulais parler au chef de l'armée. C'était sa femme, une voisine. Elle a dit, je vais consulter mon mari. Et puis elle est revenue, elle a dit, non, je ne peux pas te donner le téléphone. Il m'a répondu. Alors je lui ai dit, vous avez appelé mon mari la nuit et il n'est plus revenu. Et puis les militaires sont venus perquisitionner chez moi. J'aimerais savoir ce qui se passe. Il a dit, moi ça ne me regarde pas. Ils ont nommé un procureur général. Vous pouvez aller lui demander. Alors je suis allée au
au parquet. Et je l'ai vu. J'ai vu ce monsieur, puis j'ai essayé de lui parler. Bon, il m'a dit non. Il a refusé que je lui parle. Je suis allée à l'archevêché. Je voulais voir l'évêque de Bujumbura, lui demander qu'on fasse un procès public parce que je savais qu'on allait les tuer. Et puis, le prêtre m'a dit de revenir le lendemain. Je suis allée. Et puis, il a dit, l'évêque a refusé. Il a dit, bon, le gouvernement va faire la justice. Alors, après, je suis à... C'était à Caron. Et Monseigneur Caron m'a dit qu'il cherchait le président. Il ne le trouvait pas. Tout le corps diplomatique. Donc, il s'est caché. Alors, c'était... Après, ils sont venus, ils m'ont chassé de la maison avec mon bébé d'1 mois. Et je suis allée à la banque et mon compte était gelé. Le compte de mon mari était gelé. La maison privée, tout pris. Heureusement que je travaillais. Je suis allée voir mon patron. J'étais en congé de maternité. Et mon patron m'a dit, bon, j'ai un appartement que je peux te prêter. Et il y avait un pasteur américain qui habitait dans cet appartement, qui était en vacances. Et puis il a dit, il faut que le gouvernement me donne la permission. Alors qu'il demandait la permission, je suis allée chez le chef de l'armée, de la sûreté. Il a dit, mais il n'y a plus de gouvernement, moi je ne peux rien faire. Mais j'ai dit, vous êtes parent du président. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne pouvez pas m'aider. Alors il a dit, ok, je vais téléphoner ton patron. J'ai dit, je sais que vous êtes occupé, pouvez-vous téléphoner tout de suite parce que si vous êtes dehors avec des enfants, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors il a téléphoné et mon patron m'a donné l'appartement. Donc, mes effets personnels. 3 jours après, le même militaire qui est venu sélectionner chez moi, il est venu pour me dire, vous avez pris la clé de la maison du gouvernement. Il faut le donner. J'ai dit, je n'ai pas cette clé, je l'ai laissée dans la porte. Il dit, non, il faut venir. Alors je sors, j'arrive en bas, je trouve une jeep avec 6 militaires armés avec les mitraillettes. Alors ils m'ont mis devant le chauffeur et l'officier, ils m'ont amené là où j'habitais. J'arrive là, je trouve un monsieur, un militaire que je connaissais, et puis il avait les yeux rouges, il avait changé complètement. Alors il m'a demandé la clé, j'ai dit je n'ai pas la clé, puis il dit c'est quoi le numéro de ta clé? J'ai dit mais vous, si je vous demande le numéro de votre clé, est-ce que vous allez le connaître, le savoir? Alors, il dit bon, mais il prend un panier. Il y avait comme 200 clés. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit bon, c'est combien de gens qui sont déjà arrêtés? C'est comme ça que j'ai réalisé. Alors, il dit bon, ouvrez. J'ai eu peur parce que crier sur moi, j'ai commencé à ouvrir une clé, 2 clés. Après, je me sens humiliée, j'ai arrêté, j'ai dit non, je ne continue pas, je n'ai pas pris les clés. Entre-temps, quelqu'un a amené les clés. Ils ont ouvert, et puis il est entré, il a foncé dans... On avait 2 salons, il y avait un petit salon où on aimait jouer les cartes. Et j'avais acheté des meubles sculptés chinois. Alors il entre, il dit, où est la table qui était ici? J'ai dit non, ce que vous ne voyez pas ici, c'est à moi. Alors j'ai réalisé que ce monsieur, on n'était pas amis, mais 1 an avant, il avait commencé à venir chez nous. Alors il avait déjà repéré les choses qu'il allait prendre de la maison. Alors, maintenant, il envoie quelqu'un pour
pour téléphoner. Bon, la clé était à l'état-major, donc il a pu ouvrir. Donc il envoie quelqu'un pour téléphoner en camion du gouvernement. Ils m'ont suivi, là où j'étais. Ils ont chargé toutes les choses, mes affaires personnelles. Et j'avais les reçus. J'étais organisée, j'avais toujours les reçus. Alors je suis allée avec eux pour leur montrer qu'on n'a pas volé les choses du gouvernement. Il a pris les reçus, puis il l'a mis dans sa poche, et puis il m'a chassé. Le lendemain, j'ai appris qu'il a chargé toutes ces choses, il a amené dans sa maison de campagne. Donc, le 6 avril, mais le 6 mai, c'est là qu'ils ont lancé un communiqué pour dire que ceux qui ont été arrêtés ont été jugés par la cour martiale et exécutés. Ils n'ont pas donné de nom. Une semaine après, les gens ont vu que le procureur général portait la montre de mon mari. Alors, il paraît que les gens étaient bouleversés, puis le président a su ce qui s'est passé, puis a pris la montre. Donc, la période de 29 avril, je pense vers le 12 juillet, il n'y avait pas de gouvernement. C'est là qu'ils ont fait le génocide. Donc, quand il a nommé le gouvernement, il a Artemon qui disait à mon mari qu'il allait l'écarter, il est revenu au pouvoir. Donc c'est ça. Bon, izo nkuru batubariye abantu bose bari ngaha barasha kuvuga nk'izo, nico gituma twasavye muri collectif ko abantu bagerageza kwandika bikaja mu gitabo, kuko aha turiko turivura.